tente de faire finalement une introduction très très générale, hein, quelques éléments d'introduction pour brosser un peu le paysage et les différents éléments de cette problématique sur la question du parc vacant. On va voir qu'elle a été évoquée assez largement dans. Alors voilà, elle revient régulièrement, cette question de la vacance, dans le débat public, hein, parfois de façon un petit peu générale, on va dire, hein, comme étant le remède à toutes les difficultés. Elle est beaucoup pointée dans les médias parce que est souvent mis en contradiction euh, la présence d'un gisement supposé important de logements vacants, inutilisés, et l'existence d'un stock important de la demande, de demandes de logements non satisfaites. Donc, il y a une forme d'illusion sur cette question de la vacance. Donc, c'est important et c'était l'objet de cette webconférence de ce matin, d'évoquer cette question de façon à ce que on puisse à la fois faire le point sur statistiquement qu'est-ce que ça représente, cette question de la vacance, et puis surtout quels sont les outils opérationnels hein, sur lesquels on peut avancer dans le cadre des politiques locales de l'habitat, bien évidemment. Les outils sur la mobilisation du parc vacant ont leur place. Il y a 3 rapports qui évoquent ce sujet de façon plus ou moins rapprochée. Le rapport du Conseil général du développement durable des territoires et de l'IGF qui a travaillé sur l'évaluation de la politique publique de mobilisation des logements et des bureaux vacants. Donc là, on était vraiment sur le sujet de la vacance. Vous trouverez donc les références de ce rapport dans le lien qui est proposé. Et puis 2 autres rapports qui évoquent aussi la question de la vacance, notamment le rapport de la FAP, la Fondation Abbé Pierre, et le rapport du Haut Comité, mais qui élargissent assez largement le propos sur la mobilisation du parc privé et ses capacités à répondre à une occupation sociale, hein, à faciliter l'accès des ménages modestes sur le parc social. Alors, le phénomène, si on voulait regarder un peu quels sont les, et en guise d'introduction, les éléments de détail seront apportés par Delphine Baudet-Collinet à ma suite. Hein. Mais si on voulait donner quelques éléments d'analyse sur la progression de la vacance en parc privé, on peut dire finalement, d'une part, que ça concerne évidemment les centres urbains, mais ça interroge aussi beaucoup la question des secteurs ruraux, les petites villes, les centres-bourgs, hein, qui se désertifient et où la question de la vacance interpelle beaucoup les élus locaux. On voit très très rapidement en disant ça qu'on va être sur des situations qui sont radicalement différentes et que bien évidemment les outils sur lesquels on va devoir travailler et les politiques locales de l'habitat vont devoir se pencher sont très diversifiés selon le type de tissu urbain et de configuration dans lequel on souhaite traiter le problème de la vacance. Les raisons de la vacance aussi sont intéressantes. Elles sont très très diversifiées. Ça peut être une simple vacance de rotation qui est utile hein, pour permettre la fluidité des parcours résidentiels, mais ça peut être aussi des attitudes de rétention volontaire de propriétaires qui souhaitent faire fructifier leurs biens de façon différente ou qui pensent en avoir besoin et qui ne souhaitent pas le remettre sur le marché. Ça peut être des biens qui sont dans des états physiques plus ou moins différents et du coup il y a une problématique d'amélioration du parc, de coût des travaux, etc. Et les propriétaires ont des difficultés à franchir cette étape pour remettre à disposition ce parc vacant et sur le marché locatif. Et puis ça peut être simplement une absence de demande qui fait que de toute façon le parc vacant ne trouvera pas preneur. Donc il faut travailler les choses de façon différente. Et du coup, on va le voir dans la présentation à suivre, hein, la diversité des motifs donne lieu évidemment à la diversité et des implications et des outils qui correspondent. Il y a eu un débat qui est encore présent d'ailleurs, hein, polémique assez important sur le chiffrage du nombre de logements qui est concerné par la question de la vacance. Ça va de 1 à 2 millions de logements vacants selon
les sources statistiques. Il me semble que l'INSEE est plutôt sur 2 millions de parcs vacants, mais d'autres sources le chiffrent en fait de façon un peu moindre. La vraie question, c'est quelle est la réelle mobilisation de ce parc vacant, hein. Une partie seulement est réellement disponible pour être remis sur le marché locatif. Elle est difficilement quantifiable. Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle est faible? Une partie de ce parc correspond vraisemblablement à une fréquence durable. Et là, il y a un travail, on va le voir, extrêmement important de repérage hein, au niveau local sur la réalité de la vacance qui a soulevé certains fantasmes hein, sur la capacité à disposer rapidement d'un parc pouvant répondre à la demande. Au total, ce qu'on peut dire, c'est que la connaissance de ce parc est assez approximative, finalement sur bien des points, sur sa réelle localisation, sur les motifs de la vacance, sur les caractéristiques des logements et notamment l'état du bâti, sur la disponibilité du parc, etc. Et ça fait partie vraisemblablement des points qu'il faut creuser prioritairement. Alors, dans le cadre de cette matinée, euh, dans le cadre de cette matinée, on va évidemment aborder les outils et les dispositifs qui sont mis à disposition des communes pour intervenir sur la vacance. Il y a finalement des dispositifs de deux types. Il y a des dispositifs qui sont en lien avec les politiques de parc privé, sur le parc privé, en lien avec les dispositifs ANA, pour faire simple, hein, et puis d'autres dispositifs qui sont beaucoup plus ciblés pour travailler sur la question de la vacance, notamment la repérer, la qualifier et ensuite faire quelque chose à partir de ça. Ces dispositifs ils sont rangés dans trois familles d'intervention. Les mesures incitatives, donc ce sont celles qui sont en lien avec les politiques de l'ANA et les politiques locales le plus souvent. Les mesures coercitives et tout ce qui est lié à la réquisition, on verra que finalement il y a assez peu de collectivités locales qui s'orientent dans cette direction. Et puis les dispositifs fiscaux qui ont connu une sorte de regain d'intérêt avec la récente loi de finances, soit liés aux outils de défiscalisation, soit liés à la taxation et notamment la taxe sur les logements vacants adossée à la taxe d'habitation. Et on en présentera des éléments de détail à l'instant. Là, je voulais juste les énumérer dans le cadre de cette introduction. Alors, quels sont finalement les enjeux pour les collectivités à s'intéresser à cette question du parc vacant hein? D'abord, répondre à des préoccupations des élus et apporter un éclairage concret hein, pour sortir d'un état souvent d'approximation autour de cette question de la vacance. Et puis ensuite, je pense que les enjeux s'organisent principalement autour de deux directions. D'une part, il s'agit d'accroître l'offre, mais aussi de la diversifier, hein, c'est-à-dire d'être bien dans cette gamme euh, plurielle de, d'offres de logements auxquelles les collectivités locales sont appelées à répondre, et en particulier sur l'offre accessible pour les ménages modestes. Donc ça, c'est une première direction dans laquelle on va retrouver des dispositifs liés aux AIVS, liés au loyer maîtrisé en lien avec les logements vacants. Et puis, et c'est peut-être là que se situe l'enjeu majeur, c'est redonner de l'attractivité au centre ancien, là où la vacance est très fortement présente, et notamment éviter l'effet de diffusion, partage d'huile hein, sur un quartier, dès lors qu'on a des immeubles qui sont un peu dégradés, de la vacance qui s'installe parce que la rentabilité n'est pas à la hauteur de ce que le propriétaire pourrait en attendre. Il y a un risque qu'il importe de mesurer de diffusion rapide et de dégradation de l'image ou de recul de l'image d'un quartier qui peut être très dommageable à l'échelle d'une collectivité. Donc redonner de l'attractivité. Bien évidemment, les enjeux vont être liés au contexte urbain et aux raisons de la vacance, qui peuvent être très différentes d'un territoire à l'autre. Au final, si tant est que la question de l'attractivité soit essentielle, la question de la vacance, elle doit être traitée dans les politiques locales à partir d'une approche extrêmement transversale. Ce n'est pas qu'une question des politiques strictement liées à l'habitat, mais c'est aussi une question des politiques liées à la question
commerciale, il y a la question des transports et de la mobilité, il y a la question de l'attractivité des services dans un quartier, liée à des questions d'aménagement ou de réaménagement urbain. Donc c'est une question qui doit être au cœur d'une approche transversale et globale des politiques de l'habitat. Avec une difficulté qu'il importe de noter, c'est que les phénomènes de fortes vacances se rencontrent quand même le plus souvent dans des territoires en déprise, là où la demande est faible. Donc il faut de toute façon travailler pour redonner de l'attractivité à ces quartiers et comprendre la faiblesse de la demande. Alors comment est-ce que les collectivités aujourd'hui sont mobilisées sur cette question de la vacance? C'est encore un sujet un peu neuf, même s'il y a eu, et peut-être à la suite de la mobilisation strasbourgeoise, une certaine un certain regain d'intérêt. J'évoquais les médias aussi, qui régulièrement ressortent un petit peu ce sujet. Les collectivités sont de plus en plus questionnées, interrogées et se mobilisent sur la question de la vacance avec des questions qui sont essentielles. La première, c'est la question de la connaissance. Je pense que Delphine Baudet-Collinet va beaucoup en parler, les problèmes de repérage qui sont à la fois quantitatifs et qualitatifs. On va voir que les sources ne sont pas très simples sur le plan statistique. La qualification de la vacance nécessite tout un travail de caractérisation, de grille, de repérage sur le terrain, etc. Il y a une très très forte dispersion de ce parc. À noter le fait que la vacance n'est pas simplement liée à des propriétaires privés qui de façon dispersée auraient un parc comme ça qu'ils ne remettraient pas sur le marché locatif, mais ça peut être aussi le fait d'institutions publiques qui disposent de logements qui sont vacants ou de bureaux qui pourraient faire, pourquoi pas, l'objet d'un transfert, d'une modification d'affectation et être transformés en logement. Et puis le deuxième point, c'est la question des outils et des dispositifs d'intervention. Je le disais tout à l'heure, c'est un dispositif, c'est une question qui est très diversifié dans ses motifs, ses caractéristiques liées au contexte urbain, et du coup, il n'y a pas d'outil unique pour résorber la vacance, mais au contraire, il y a une palette de dispositifs, et du coup, ça nécessite une ingénierie extrêmement importante. Il faut mobiliser les travailleurs sociaux, il faut mobiliser les spécialistes juridiques en matière juridique de la collectivité. Souvent, c'est des questions très, très pointues sur la question du commerce, sur la question des mobilités, etc. Et du coup, il faut mobiliser des moyens et des financements euh, en amont de ces dispositifs pour pouvoir y voir clair. Alors, quelques exemples très, très rapidement sur ce qui a pu se faire ailleurs, ce qui est engagé dans certaines collectivités. C'est très très loin d'être exhaustif. On avait fait une enquête flash à la DCF, donc là vraiment c'est ce qui ressort de façon le plus saillante, mais et ça concernait que les métropoles, mais il y a beaucoup de territoires qui, de près ou de loin, s'intéressent souvent des petits dispositifs de traitement de la vacance. Lille travaille dans le cadre d'une SEM, qui est une SPLA, la Fabrique des quartiers, qui est bien connue, qui traite d'une façon assez générale la question de l'habitat ancien et des quartiers dégradés. Et elle a un volet concerné à la question de la vacance. Le Grand Dijon, de la même façon, a mobilisé son opérateur qui doit être Solia dans le cadre d'un PIG et a une AIVS qui est en développement sur ce territoire et s'intéresse plus particulièrement ces dernières années à la question de la vacance dans son centre-ville. La métropole de Rouen en a fait un axe de développement de son PLH. Montpellier, dans le cadre de ses OPA et de son PIG, intitulé Rénovation pour un habitat durable et solidaire, a une politique de subvention en lien avec les AIVS pour traiter la question de la vacance et remettre des logements vacants dans le marché locatif en direction des ménages modestes. L'Eurométropole de Strasbourg, évidemment, a des outils de repérage, et nous les présenterons tout à l'heure. Je crois que c'est très très intéressant de regarder de près ce qu'ils ont fait. La métropole de Lyon intervient depuis longtemps de façon complémentaire. Elle a des systèmes de subvention au dispositif LANA sur ces questions du parc privé et de la vacance. Elle est très présente depuis longtemps sur ces sujets avec toute une série de dispositifs.
Même chose un peu pour la métropole de Rennes, qui dispose d'une AIVS organisée sous la forme d'une société spécifique. Et puis le Grand Nancy, intervient aussi dans cette question-là, sur cette question-là. Et c'est intéressant de noter ce qu'ils font parce qu'eux, ils ont monté un partenariat avec l'UNPI, hein, et avec les opérateurs privés sur leur territoire pour travailler et identifier la question de la vacance. Donc cet état des lieux vraiment très sommaire serait vraiment à compléter pour confronter les pratiques des collectivités locales. C'est d'ailleurs l'objet de ce réseau initié par l'Eurométropole de Strasbourg, qui sera présenté tout à l'heure. Pour l'heure, je vais laisser la parole à Espacité Delphine Baudet-Collinet, qui, elle, va rentrer dans le détail de ces dispositifs. Ils ont aussi beaucoup avancé sur cette question-là. Donc bonjour à tous. Oui, alors en effet, du coup, je vais revenir sur cette présentation sur 3 points. Un premier point de contexte général très bref, puisque le sujet a déjà été introduit par Claire Delpech. Et ensuite revenir sur le cadre national et les dispositifs qui existent aujourd'hui au niveau national pour encourager la remise sur le marché de logements vacants. Et puis ensuite le cadre local en se concentrant sur les outils mis à disposition des collectivités pour inscrire la lutte contre la vacance dans leur politique locale et faire un point à la fois sur la question du repérage, enjeu important, on l'a vu, et puis ensuite la question des dispositifs qui peuvent être mobilisés et comment est-ce que ces dispositifs doivent aussi s'inscrire dans une politique plus générale sur le territoire. Alors pour revenir sur quelques chiffres, là ce sont des chiffres qui portent sur la totalité des logements vacants, c'est-à-dire pas uniquement les logements vacants dans le parc privé. On estime, donc selon les résultats de l'INSEE en 2013, que un peu plus de 2 600 000 logements seraient vacants en France selon les derniers résultats. Ces 2 600 000 logements, ça représente 7,8% du parc total de logements. Et c'est un volume qui est en augmentation de manière assez significative. Si on regarde le dernier recensement général de la population de 2008, on était sur un niveau qui était plus de l'ordre de 2,2 millions de logements vacants et moins de 7% du parc de logements. Donc je reviendrai tout à l'heure sur la question des sources de leur exploitation et de leurs limites. Ce qu'il faut rappeler, c'est que sur ce parc de logements vacants qui peut sembler relativement important et considérable, le ministère estime qu'environ 100 000 logements pourraient être immédiatement mobilisables en zone tendue pour répondre aux besoins en logement des personnes les plus modestes. Donc c'est un chiffre qui a l'habitude d'interpeller les pouvoirs publics, à la fois au niveau national, mais aussi les élus locaux, puisqu'on est dans un contexte de crise du logement, de pénurie d'une offre de logement dans les secteurs les plus tendus et en particulier d'offres à bas coût. Et puis on a des chiffres sur la situation du mal logement qui bien sûr interpellent et l'une des réponses pourrait être la mobilisation de ce parc vacant. Donc le dernier rapport sur le mal logement de la Fondation Abbé Pierre faisait état de 3,8 millions de mal logés en France, dont 900 000 personnes privées de logement personnel, parmi lesquelles 141 500 sont sans domicile et 85 000 résident dans une habitation de fortune. Donc, on a l'habitude de mettre ces chiffres en parallèle. Néanmoins, bien évidemment, c'est une analyse qu'il convient de nuancer pour plusieurs raisons. Ce que Claire Delpech évoquait, le fait que parmi ces logements vacants, une part seulement marginale est mobilisable et peut être remise sur le marché, on le verra tout à l'heure. Et puis, l'autre chose, c'est aussi que cette offre de logements vacants, enfin ces chiffres au niveau national, n'ont pas nécessairement de sens. Il convient d'avoir une approche beaucoup plus locale, puisque l'offre de logements vacants ne correspond pas nécessairement aux besoins des ménages, que ce soit en termes de confort, que ce soit aussi en termes de localisation. Ce n'est pas forcément dans les secteurs les plus tendus que le gisement en logement vacant est le plus important, et aussi voilà, en termes de
de typologie et de réponse que cette offre pourrait apporter par rapport aux besoins des ménages. Et puis, bien évidemment, on considère qu'il y a une part de logements vacants qui est une part incompressible, qui est nécessaire au bon fonctionnement du marché, ce qu'on appelle le turnover, la rotation, pour pouvoir permettre de satisfaire les trajectoires résidentielles des ménages. Donc, une part qui, de toute façon, ne pourra pas être supprimée puisqu'elle est inhérente au fonctionnement du marché local de l'habitat. Alors, ce qu'on a évoqué en effet sur la résorption de la vacance, 3 axes, inciter les propriétaires, taxer les propriétaires pour les inciter à remettre sur le marché leur logement vacant et la réquisition. Sur ces 3 axes, je vais y revenir d'abord de manière peut-être plus précise sur le cadre national et ses évolutions successives, et puis ensuite sur les outils à disposition des collectivités. Sur le cadre national, sur le premier axe, la question de l'incitation des propriétaires pour remettre en location leur logement. Bien évidemment, ce qui est évoqué en premier lieu, c'est les aides de l'ANA qui permettent, par des incitations fiscales et des aides aux travaux, la remise sur le marché de logements vacants avec un engagement du propriétaire à conventionner son logement et du coup une incitation fiscale qui sera dépendante du niveau de loyer auquel il acceptera de s'engager. Les aides de l'ANA, aujourd'hui, existent au niveau national, sont aussi mobilisées et encouragées par les dispositifs locaux, on le verra, que mettent en place les collectivités du type opération programmée d'amélioration de l'habitat ou programme d'intérêt général. La limite peut-être dans le fonctionnement de ce dispositif, c'est que les aides de l'ANA ont, il y a quelques années, été réorientées sur les propriétaires occupants et la question aussi de la lutte contre l'habitat indigne, qui bien évidemment participe aussi au traitement de la vacance, on l'évoquera tout à l'heure. Du coup, on est dans un contexte qui aussi repose sur les relais locaux et la capacité des collectivités à pouvoir porter, communiquer sur ces dispositifs. Et puis, de nouvelles mesures ont été annoncées par le ministère, par Emmanuel Cos, à la fin de l'année 2016, avec un objectif de mobiliser quantitativement 50 000 logements vacants en 3 ans par 3 leviers. Le lancement d'un réseau national des territoires mobilisés contre les logements vacants, que préside aujourd'hui l'Eurométropole de Strasbourg, donc ça sera aussi développé tout à l'heure. Un nouveau dispositif fiscal qui est prévu pour les propriétaires qui souhaitent remettre sur le marché leur logement vacant, avec bien sûr une incitation et des taux qui sont progressifs selon l'engagement du propriétaire. Et puis le troisième point, c'est encourager l'intermédiation locative dans le parc privé. Donc le dispositif d'intermédiation locative, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que finalement, un propriétaire qui souhaite s'engager pour mettre en location son logement à destination de personnes sous certains plafonds de ressources puisse bénéficier d'un accompagnement. Donc il y a 2 systèmes. Il y a un système de sous-location où c'est une association qui est locataire en titre du logement et qui du coup apporte aux propriétaires le paiement du loyer ainsi qu'une remise en état aussi du logement suite à la relocation. Donc c'est les dispositifs que l'on connaît de type Solibail par exemple. Et puis il y a des fonctionnements qui sont sous mandat de gestion où là c'est par l'intermédiaire d'une agence immobilière sociale telle que par exemple les AIVS ou le réseau de la FAPIL, qui du coup permettent d'assurer ce service auprès du propriétaire et du coup de répondre aussi à l'engagement de location de ce logement à des publics modestes. Donc aujourd'hui, ce dispositif, il va être incité et encouragé via des aides financières, mais aussi via un autre point qui est important, c'est que désormais, l'intermédiation locative sera prise en compte dans les objectifs de la loi SRU. Donc on peut en effet considérer que certaines intercommunalités et donc certaines communes en déficit par rapport à l'objectif de la loi SRU vont se mobiliser pour mettre en place ce type de dispositif qui permet notamment dans des secteurs où la disponibilité du foncier est relativement faible de pouvoir produire du logement social dans le parc existant. L'autre sujet, c'est la taxation des logements vacants. Alors, il y a 2 dispositifs. Le dispositif national, qui est sur la taxe sur les logements vacants, et le dispositif local que j'évoquerai tout à l'heure, qui est donc la THLV, la taxe d'habitation sur les logements vacants, 2 dispositifs distincts.
La taxe sur les logements vacants, initialement, elle concernait des communes qui étaient situées dans une agglomération de plus de 200 000 habitants, où il existait un fort déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc la liste de ces communes était établie par décret. Initialement, ça concernait 8 zones d'urbanisation et 800 communes. Pour chaque logement vacant, cette taxe était due, donc pour les logements qui avaient été vacants pendant 2 années consécutives au moins, sauf si le logement avait été occupé plus de 30 jours au cours de ces 2 années. Et ça ne concerne que les logements qui sont vacants indépendamment de la volonté du propriétaire, puisque bien évidemment, dans les secteurs peu tendus où les logements sont proposés à la location mais ne trouvent pas de preneur, le propriétaire n'est pas pénalisé. Et c'est un barème qui est progressif et qui dépend de la valeur locative du logement. Ce dispositif, il a été renforcé en 2013 dans le cadre de la loi de finances, donc par Cécile Duflot, avec déjà un élargissement de son champ d'application. Donc, les communes qui sont situées désormais dans une agglomération de plus de 50 000 habitants, ce qui concerne aujourd'hui 28 zones au lieu de 8 précédemment et plus de 1150 communes concernées au lieu de 800 précédemment. Donc, vraiment, ce dispositif a été élargi. C'est dû pour chaque logement qui est vacant depuis au moins 1 an, donc la durée de la vacance a été aussi réduite, sauf si le logement a été occupé plus de 90 jours, donc 3 mois consécutifs au cours de cette année. Et le barème a également été renforcé. Donc à partir de la 2e année, on est sur un taux d'imposition qui monte à 25%, pour essayer d'être plus dissuasif et d'encourager encore davantage, de manière plus marquée, les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché. Et puis, le dernier point, c'est la question de la réquisition. Alors, c'est un sujet qui fait beaucoup parler, mais qui finalement, dans les faits, est relativement peu mobilisé. Initialement, la réquisition des logements vacants, elle existe dans la loi depuis très très longtemps. C'est une ordonnance de 1945 qui, à l'époque, avait été établie pour répondre à la pénurie de logements de l'après-guerre. Donc les logements vacants, les locaux vacants depuis plus de 6 mois pouvaient faire l'objet d'une réquisition pour les familles sans abri en cas d'urgence et à titre exceptionnel lorsque le défaut de logement de la famille est de nature à porter un trouble grave à l'ordre public. Et une indemnité d'occupation était prévue pour le propriétaire. Et puis, il y a un nouveau régime qui a été institué en 1998 par la loi relative à la lutte contre l'exclusion. Donc, le préfet peut désormais réquisitionner des locaux vacants appartenant à des personnes morales qui sont vacants depuis plus de 18 mois dans les communes où il existe un fort déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, sur cette offre-là, on pense plus du coup à des ensembles immobiliers qui appartiennent notamment à des investisseurs de type banque ou assurance et qui seraient laissés vacants. Les propriétaires pouvaient échapper à cette réquisition s'ils s'engageaient à mettre fin à la vacance dans une période de 3 mois ou s'ils proposaient un plan de travaux. Et la réquisition pouvait porter sur une durée allant jusqu'à 6 ans ou 12 ans en cas d'importants travaux, et un attributaire était désigné pour faire en sorte que ces logements puissent être loués à des ménages modestes. Donc il y a 2 régimes qui existaient, un régime qui relève aussi plutôt du droit préfectoral et un autre qui relève aussi du droit de police du maire. Cependant, on estime que du coup, depuis 1945, environ 100 000 logements vacants avaient fait l'objet d'une réquisition, ce qui est très modeste. Notamment dans les années 60, après la guerre d'Algérie. Mais du coup, ça reste vraiment quelque chose utilisé de manière très exceptionnelle. Et la jurisprudence fait aussi en sorte que finalement, aujourd'hui, cette réquisition avait été très peu utilisée. Donc c'est une disposition qui a été renforcée là aussi en 2013. De plusieurs manières, le délai de vacances à partir duquel un bien peut être réquisitionné a été